C'est comme ça qu'on dit, j'espère, je ne me Oui, trompe pas. Mélina Gagy, ouais, c'est ça. Voilà, Gagy. Donc, dans le cadre de la Biennale 2021, nous accueillons aujourd'hui Madame Mélina Gagy qui a sorti le 9 mars 2021 un livre. 4 mars. Mais 4 mars, excusez-moi. Le 4 mars, elles ont été les premières en présentant 100 femmes exceptionnelles avec un dessin hors du commun, on va dire. Donc, vous l'avez écrit avec une collègue, Suzanne Kestenberg. Oui, qui s'est occupée de la documentation essentiellement. Voilà, et des illustrations de Gomarcu. Donc, Mélina, vous étiez journaliste au journal Le Monde de 2002 à 2019. Vous avez toujours eu, comment dire, j'allais dire un faible, mais vous avez toujours eu à cœur l'histoire des femmes, l'actualité des femmes. Et vous avez notamment participé à plusieurs ouvrages sur les femmes au travail dans le cadre du centenaire de la création du ministère du Travail. Absolument. Et aujourd'hui, vous vous consacrez surtout à des projets d'écriture et des documentaires audiovisuels. Absolument. Je ne suis pas trompée. Voilà. Donc, je rappelle votre ouvrage que vous allez nous présenter. Elles ont été les premières, préfacées par Julie Gaillet. Voilà. Donc, Mélina, je vous laisse la parole. Vous allez nous expliquer la genèse de ce projet. Et puis, si j'ai des questions, je vous les poserai à la fin de votre exposé. Mais je vous en prie, toutes les questions que vous voulez. Merci de votre accueil. Je suis un peu attristée de ne pas pouvoir être parmi vous au moment de la Biennale, que ce virus nous contraint à faire des visioconférences. Enfin, je vais essayer d'être que ce soit le plus agréable possible pour vous et pour les auditeurs et auditrices qui regarderont ces documents. Écoutez, elles ont été les premières. C'est un projet que j'ai d'assez longue date, qui ne s'appelait pas tout à fait comme ça, qui s'appelait, d'ailleurs je ne sais plus, les pionnières. Et puis, quand j'ai quitté le journal Le Monde, dans lequel j'étais spécialisée en design, j'avais terminé des projets audiovisuels autour du design. Et comme les choses dans l'audiovisuel se font encore plus lentement dans l'édition, si je puis dire, se font même très lentement, je me suis, j'allais dire, j'ai bouclé mes dossiers design audiovisuel qui sont présentés actuellement dans les chaînes, et j'ai réouvert le dossier que j'avais ouvert il y a très longtemps, entre 2002 et 2004, vous voyez. Comme quoi, il faut toujours garder ses dossiers quand on écrit. Et la date était tout à fait prometteuse, parce que c'était en 21, nous allions fêter le centenaire de la Journée internationale des femmes. Alors je me suis dit, je vais reprendre ce dossier et je vais en faire quelque chose, un livre et un format court pour la télévision. Bon, la télévision, ça n'a pas marché, mais le livre, si. Et j'ai proposé à La Martinière ce projet, qu'il a accepté avec joie. Et nous avons trouvé avec l'éditrice Isabelle Dartois une jeune et talentueuse illustratrice. Je ne sais pas si voilà, vous voyez là, qui a fait le portrait en illustration du portrait que j'ai écrit avec. Moi, je l'ai écrit j'ai écrit les portraits le plus souvent avec le plus d'humour possible, en tout cas le plus de punch possible. Et puis elle a fait effectivement des illustrations, je trouve assez particulières et qui reflètent bien à la fois le propos, d'abord parce qu'elles sont premières, ces femmes, et elles sont toutes debout, excepté quelques-unes. Donc, Gomargu, puisque tel est son nom j'allais dire de scène, non, de son pseudo, à cette jeune illustratrice, a souhaité mettre toutes ces femmes presque debout. Il y en a quelques-unes qui ne le sont pas. Cochrane, qui a inventé le lave-vaisselle, qui regarde le lave-vaisselle tourner, voilà. On peut pas. Il y a aussi Catherine Duchemin et Dorothée
Massé-Godquin, qui étaient les premières peintres et sculpteurs reçus à l'Académie, quand même au XVIIe siècle. Hein. Et puis, il y a Louise Michel qui est assise. Enfin bref, il y en a assez peu qui sont assises. Je pense que c'est un parti pris. Voilà, c'est un parti pris parce que pour être les premières aujourd'hui ou hier, il faut se mettre debout et se mettre à l'ouvrage. Et de nombreuses femmes ont eu un parcours quand même un peu semé d'embûches. Mais je n'ai pas voulu faire un livre, enfin, si vous voulez, moi je ne suis pas une militante de combat. Militante, enfin, je suis une féministe, mais je suis une féministe, mais je ne suis pas une féministe militante. Beaucoup moins que d'ailleurs Julie Gaillet, que je remercie d'avoir préfacé ce livre. Elle le fait avec beaucoup de talent et beaucoup de sobriété et beaucoup d'engagement. C'est une femme très engagée. Moi, je le suis évidemment, je suis féministe, mais pas militante. Et j'ai voulu aussi, dans ce livre, remercier, et ces femmes, mais aussi leur rendre hommage, parce que pour la plupart, elles sont de parfaites inconnues pour le public, en tout cas pour le grand public, et je pourrais même dire pour le public même cultivé, ou alors il faut vraiment être de la partie. Ces femmes sont pour la plupart inconnues, oubliées, mais pour la plupart inconnues. Et donc, c'est un hommage que j'ai voulu leur rendre, surtout en cette année 2021 qui était le centenaire de la Journée internationale des femmes, du droit des femmes. Et puis, en même temps, j'ai voulu remercier, et je le dis dans l'introduction, les hommes qui parfois ont mis des bâtons dans les roues dans le chemin de ces femmes, certes, elles sont nombreuses dans ce cas, mais il y a aussi des hommes qui les ont aidées, qui ont aidé quelques-unes, et j'ai trouvé que c'était bien aussi, comme un acte de fraternité, de sororité, comme on dit au féminin, de ne pas laisser dans l'ombre ces hommes qui ont aidé ces femmes, qu'ils soient époux, frères, oncles, père. Il y a des hommes qui ont participé à ce que ces femmes-là soient les premières. Voilà. Eh bien, voyez, je vous ai à peu près tout dit de la genèse de ce livre. Alors, évidemment, je pense que vous allez me poser la question, mais pourquoi ces 100 premières et pourquoi pas d'autres, etc. Alors, voilà. Évidemment qu'on se rassure, si toutefois il le fallait, ces premières, elles n'ont pas été que 100, évidemment. Hein. Ah non. Alors, c'est un parti pris, les premières, c'est un parti pris, parce que les pionnières, ça a été un sujet déjà exploré plusieurs fois, et donc c'est pour ça que j'ai un peu changé mon projet initial, mais aussi, il faut quand même, j'ai pas tout à fait tout dit, aussi parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à la fois dans les pionnières et dans les premières. Alors, c'est vrai qu'on peut on peut me dire, mais enfin, pourquoi les premières? Est-ce que cette place-là de première est tellement importante, etc. Je pense que ce qui est important, comme dans tous les secteurs et dans tout parcours, c'est le parcours. Hein. C'est le parcours. Comme on dit que dans le voyage, ce qui est intéressant, c'est le trajet. Bon, enfin, écoutez, en tout cas, c'est vrai que le parcours de toutes les femmes qui ont fait des choses exceptionnelles est intéressant, mais quand même, la place de première, ce n'est pas anodin, parce que comme je l'explique, vous devez le savoir, tout le monde le sait, même si on n'est pas spécialiste de l'éducation, les femmes à l'école, les filles à l'école sont extrêmement bonnes. Et puis après, la vie fait... Enfin, voilà, ça ne se vérifie pas tellement dans le secteur des entreprises, tellement dans le secteur de la politique. Enfin bon, je ne vais pas en faire des tonnes, mais tout le monde sait à peu près cela. Cela dit, il y a aussi des femmes qui n'ont pas du tout envie d'être premières dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale, etc. Elles
il faut respecter les envies de chacun, comme disait d'ailleurs la directrice la directrice artistique de Dior. Eh bien, à chacun son choix. Oui. La question, c'est au moins que le choix ne soit pas, ne trouve pas sur sa route des empêchements. Bon, voilà. Donc, c'est un peu aussi comme ça que je me suis décidée à parler des premières, qui est quand même un tout petit créneau. Alors, pour revenir au sang, il y en a plus de sang, évidemment. J'ai fait un choix qui est effectivement un choix arbitraire. D'accord. C'est justement, c'est une question que je me posais. En fait, vous avez un spectre très très large dans votre livre. Vous êtes aussi bien, vous partez aussi bien, enfin de comment dire, de l'âme de Gouges, en passant de Rosa Parks, et vous arrivez sur Kamala Harris. Donc en fait, Oui. c'est assez large, mais c'est vrai que, comme on disait enfin comme vous disiez, là vous avez fait un livre, on peut en faire des tonnes, enfin on peut faire plusieurs tomes de livres, entre guillemets. C'est prévu. Ah bon. Bah, écoutez, Oui, les grands esprits se rencontrent. en tout cas, si le public, si les lecteurs sont assez nombreux pour que l'éditeur des éditions La Martinière considère qu'on peut continuer sur notre lancée, c'est vrai que ça serait formidable de faire un tome 2, dont j'ai déjà la liste. Par exemple, là, je pense la liste avec des femmes qui ne sont pas plus connues que celles dont je fais le portrait dans ce livre. C'est différent. Voilà. Par exemple, donc là, moi, je pense à Jeanne Chauvin, la première avocate. Elle n'est pas nommée. Mais bon, c'est vrai que, bon, comme on a dit, il y en a tellement. Enfin, bon, Julie Daubier, la première femme qui a eu son bac. Mais enfin, c'est peut-être pas des premières pour vous. C'est quand même des premières dans leur femme. Ouais. Mais c'est vrai que comment est-ce que vous avez fait ce choix-là, en fait? Parce que comme vous dites, c'est un choix arbitraire. Absolument, absolument. Vous avez raison. Alors, pour reparler de ces deux femmes dont vous citez le nom, il y en a d'autres, hein, mais bon. Vous avez raison. La française qui a eu son baccalauréat, la première française qui a eu son diplôme au barreau de Paris, ou d'ailleurs je ne sais pas si c'est au barreau de Paris, mais je crois. Alors, il y avait un point absolument important pour moi, c'est qu'on puisse couvrir à peu près tous les secteurs de la vie sociale, et puis tous les pays, ça veut dire qu'on soit, etc. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'Américaines, hein, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'immigration aux États-Unis, donc au départ, ces femmes-là n'étaient pas forcément américaines, elles le sont devenues par choix ou par obligation, en tout cas elles sont américaines, mais je voulais élargir, ne pas rester qu'en France. Donc effectivement, les deux femmes dont vous parlez, ce sont des Françaises, et c'est pas du tout, au contraire, j'aurais pu les citer, mais je voulais diversifier, je voulais qu'il y ait un grand champ de nationalités, d'horizons, etc. Alors j'ai commencé effectivement en ayant dans l'idée que peut-être il y aurait un tome 2. Alors ça a peut-être déséquilibré enfin en tout cas équilibré plutôt que déséquilibré, équilibré d'une certaine façon l'architecture du livre et le choix de ces femmes, mais disons que j'ai peut-être privilégié les femmes du passé, en incorporant quand même des femmes du XXe siècle et du XXIe siècle, comme Simone Veil, Kamala Harris évidemment, puis d'autres quand même. Hein, il y en a d'autres, mais c'est bon. Les femmes de la mode. Oui, Angela Merkel, mais bon. Zaha Hadid, qui est une très contemporaine, qui hélas est décédée en 2016, mais c'est une architecte extrêmement reconnue, qui est d'ailleurs la première à avoir remporté le prix tout à fait couru du Pritzker en 2004. Merkel, bon, il y a quand même des gens, la presse aussi, il y a quand même des gens qui sont contemporaines. Hein. Il y a quand même des femmes qui sont contemporaines. C'est vrai que la majorité de ces femmes sont du temps passé,
mais c'était pour amorcer le, Oui, non, mais j'entends. voilà, amorcer le tome 1. Mais vous avez raison, c'est un choix arbitraire. Non, non, mais il n'y a pas de chacun, je veux dire, chacun. Mais moi, si vous me permettez, je vais vous poser quelques petites questions parce que donc, en fait, bon, ce livre, c'est vrai que ça permet d'aller à la rencontre de ces femmes qui sont méconnues. Enfin, certaines sont connues, mais La plupart sont tombées dans les oubliettes, excusez-moi le terme. Absolument. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que vous avez une, je sais pas, ou c'est parce que à l'époque, ben, je sais pas, enfin, par exemple, c'est vrai que quand on parle, on retient certains noms. Rosa Parks, c'est très connu. Olympe de Gouges, elle est connue. Louise Michel, elle est connue. Et par exemple, la femme qui a créé le lave-vaisselle, disparu. Disparu. Alors, on connaît Monsieur Poubelle pour ses poubelles, mais la femme qui a créé le lave-vaisselle ou créé le programme informatique, bah, alors, vous savez, c'est curieux parce que je pense que on est en marge de quelque chose. D'accord. Je ne suis pas la seule à avoir pris, j'allais dire, le train des femmes en marche. Hein. Oui. Je pense qu'on est sur la voie de quelque chose. C'est vrai que c'est long, hein, on peut considérer que c'est long et on a raison de le penser. Mais par exemple, vous parliez de ces informaticiennes. Ada Byron, qui est la première à avoir créé un programme informatique en 1842. Eh bien, effectivement, c'est une de ces femmes qui commence à être connue, alors encore d'un petit nombre, hein, de spécialistes ou de gens dont que l'informatique intéresse, ou des personnes dont les créations des femmes intéressent. Mais par exemple, on a donné assez récemment, je ne sais plus si je le dis, mais en 2017 exactement, oui, je le dis, on a donné le nom d'Ada Lovelace, Ada Byron, à une rue à Paris, dans le 13e, qui est réputée d'ailleurs pour son goût pour les sociétés informatiques. Donc, et puis il y a eu aussi une exposition à la Gaîté Lyrique. Donc, tout ça a fait que, disons, Ada Byron a été un peu éclairée, de la même façon que, par exemple, je cherche le nom d'une autre femme dont on parle, dont on a parlé pas mal, pas mal ces derniers temps. Il y a quand même des femmes qui sont aujourd'hui un tout petit peu dans la lumière. Mais il y en a effectivement 2 ou 3 dans ce livre. Les autres femmes sont de parfaites inconnues. Quand vous dites perdues dans les oubliettes, là je ne sais pas l'expression, mais c'est plus que ça. Ça veut dire on ne le sait même pas. À moins d'être grande spécialiste du domaine et de la question féminine, on ne le sait pas la plupart du temps. Non, on l'apprend même pas. On l'apprend même pas à l'école. Enfin, excusez-moi, mais c'est pas un sujet. Par exemple, moi la première, la première. Je sais pas si c'était moi la première, mais je ne savais pas que c'était une femme qui avait découvert le chromosome Y. Et oui, mais alors c'est ça la question, parce que effectivement, si vous faites des études poussées de chimie, de physique, tout ça, médecine, biologie, vous pouvez entendre parler, en tout cas je l'espère. C'est une bonne question parce que je vais me renseigner si les gens qui sont dans ces études-là sont au courant. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à l'école, par exemple, il y a maintenant moi dans mon temps c'était des sciences naturelles, mais il y avait, maintenant c'est sciences et vie de la Terre, non? Oui, c'est ça. Toujours un titre. En tout cas, comme ma fille était à l'école, c'était cette matière-là, sciences et vie de la Terre. C'est vrai qu'on pourrait faire un peu plus, donner un peu plus de lumière sur ces femmes qui ont la première océanographe, Anita Conti, tout ça. On pourrait éclairer à l'école un peu ces femmes-là. Ça donnerait peut-être un peu plus de punch pour les jeunes filles, pour les amener à tracer leur chemin comme elles le veulent, si elles veulent faire
des études qui ne plaisent pas forcément à leurs parents parce que ce n'est pas des études tout à fait dans l'axe qu'ils ont imaginé. Alors, c'est très important, cela, vous avez tout à fait raison, parce qu'on pourrait peut-être d'ailleurs profiter de ce livre pour encourager dans les programmes scolaires la mise en lumière de la place des femmes, hein, de la place des femmes dans les découvertes, dans les recherches, dans les travaux qui sont considérés comme plutôt appartenant au monde masculin. Mais il y a une... Enfin, je repasse un petit peu là, le sujet, mais il y a une association présidée par Julie Verlaine. C'est l'association à chaque fois je l'écorche ce nom, Mnemosyne, qui est justement en train de mettre en place un manuel d'histoire pour comment expliquer l'histoire des femmes dans les cours d'histoire. Justement, mettre en lumière ces femmes-là. C'est-à-dire que moi, je pense... Je ne sais pas où ça en est, mais ils sont dessus. En tout cas, moi, je pense qu'effectivement, il faut songer, et il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez eu bien raison de m'en parler, parce que je vais, moi, de mon côté, dans mon petit bout de terrain, m'en occuper. Ça veut dire que je vais proposer cela. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'il ne faut pas proposer des programmes spécifiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Je sais bien que c'est un avis que beaucoup ne partagent pas, et je suis tout à fait à l'écoute des autres avis. Mais je pense que il ne faut pas faire quelque chose de spécifique. Si on parle, je ne sais pas moi, des océans, du milieu aquatique, effectivement, ça serait bien de dire, bon voilà, il y a évidemment tout. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais enfant, de qui me parlait-on à l'école, et d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt, j'avais de très bons professeurs, j'avais beaucoup de professeurs très assez merveilleux, mais on m'a parlé quand même du commandant Cousteau. On ne m'a jamais parlé d'Anita Conti. Bon. Voilà. Alors peut-être effectivement dans le cadre d'une matière, mais de faire un programme spécifique, moi je ne suis pas tout à fait favorable pour, parce qu'il ne faudrait pas. Alors c'est vrai que je dis ça et en même temps j'ai écrit un livre, elles ont été les premières, donc c'est un peu contradictoire, mais c'était la journée de la femme et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs je ne suis pas... je fais en sorte que ce ne soit pas limité à une journée, mais c'est très difficile. Je pense qu'il ne faut pas, j'allais dire confiner, hélas un mot que je ne voudrais pas trop employer, surtout depuis que nous sommes dans des périodes de confinement et de pandémie, mais c'est vrai que je ne voudrais pas que le sujet des femmes, ce qu'elles ont apporté, ce qu'elles ont trouvé, soit cantonné, soit confiné à des études spécifiques sur les femmes. Je pense qu'il faut les mêler à la grande marche des recherches, des passions, des gens passionnés, etc. Parce que sinon, ça peut être un risque d'enfermement, etc. C'est la raison pour laquelle je suis, et je le dis dans mon introduction, assez... je serais une féministe. Alors, c'est difficile à dire comme ça parce que le temps a passé, mais je serais plus proche de Marguerite Yourcenar qui, quand même, disait, bon, ne faisons pas des ghettos. Alors, effectivement, de fait, ils existent parce que c'est plus difficile, effectivement, peut-être, enfin, peut-être, c'est plus difficile pour une femme. Julie Gaillet l'a rappelé, une femme cinéaste, réalisatrice, c'est plus difficile. Pour une femme comédienne, c'est plus difficile d'avoir des rôles, mais c'est un ensemble de problèmes. Les comédiennes, c'est plus difficile parce que de toute façon, après 40 ans, c'est plus difficile d'avoir des rôles. Il faut être toujours conserver la beauté de 20 ans, et ça, c'est impossible. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cela. Je pense qu'il ne faut pas... il faut continuer d'être extrêmement vigilant, de donner le plus possible la parole aux femmes. Mais voyez le problème, moi je le dis avec... j'étais un peu en colère de cela, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas révolutionner tout
tout le monde. J'ai proposé à la radio et à la télévision de faire un programme pour les 31 jours du mois de mars. Oui. Ça veut dire qu'on pouvait lire. Bon, c'est plus facile à la radio parce que c'est plus facile à réaliser. Alors, à la radio, pour les programmes radio, j'ai beaucoup insisté auprès des responsables qui doivent se dire, celle-là, vraiment, là, cette Mélina Gagé, elle est vraiment emmerdante. Mais j'ai beaucoup insisté auprès d'eux, non pas parce que j'avais absolument envie d'être présente, de dire tous mes textes, etc. Ça m'aurait effectivement amusé. Bon. Et puis, ça aurait donné une mise en lumière sur les femmes, sur ces femmes-là, et sur mon livre, évidemment, j'en suis bien consciente. Mais n'empêche que le fait que ça ait été refusé par nos chaînes de radio montre quand même la difficulté que nous avons en France, enfin je ne sais pas si la difficulté est aussi ailleurs, la difficulté que nous avons de dépasser cette date du 8 mars. Alors, tout le monde parle le 8 mars des femmes et après, basta, c'est fini. On n'en parle plus. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment très dommage. Et je pense que c'est, c'eût été, comme disait une de mes voisines tout à fait marrante, qui n'était vraiment pas contente que cela n'ait pas marché à la radio, une façon de dire la journée des femmes, la journée internationale des femmes, c'est le 8 mars, mais il faut y penser un peu plus longtemps pour que les choses un peu que cette chose se libère, que les femmes ne soient pas toujours empêchées de tourner en rond et en carré, etc. Et voilà, donc vous voyez, c'est difficile. On parle de cette journée des femmes et on parle donc des femmes essentiellement le 8 mars. C'est un peu court. Comment voulez-vous que les programmes radio, télé, etc. puissent mettre toutes les choses intéressantes qui se déroulent avec les femmes, pour les femmes, à l'initiative des femmes, dans cette même journée du 8 mars? Parce que le lendemain, c'est presque fini. Parce que dans la presse, on appelle ça un marronnier. Donc moi, je suis extrêmement déçue que mes confrères et consoeurs journalistes continuent en quelque sorte à ne pas s'approprier le sujet comme un vrai sujet qui dépasse le jour du 8 mars. Voilà. D'accord, j'ai entendu. Alors moi, pour en revenir à votre livre, donc vous avez écrit sur 100 femmes. Est-ce que on peut, comment dire, faire une étude sociologique de ces femmes, de leur milieu social, de leur géographique? Est-ce que, je sais pas, est-ce que ce sont des femmes, c'était les premières, donc on peut penser qu'elles étaient quand même cultivées, éduquées. Donc, est-ce qu'elles viennent d'une même classe, j'allais dire bourgeoise entre guillemets? Est-ce qu'elles ont reçu une éducation qui n'était pas, j'allais dire, hors norme? Je parle surtout pour le 19e siècle. Oui, qui était un peu extraordinaire. Est-ce qu'elles ont été, elles ont reçu une éducation différente des autres? Est-ce qu'elles venaient d'un milieu social, du rural, de l'urbain? Est-ce qu'on peut sortir une typologie de ces femmes ou pas du tout? C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, je dois dire que je ne l'ai pas fait, cette étude. Donc, je ne vais pas me prononcer là, aujourd'hui, parce que c'est intéressant, je le ferai, effectivement. Je ne crois... Alors, certainement, beaucoup d'entre elles viennent de milieux sinon bourgeois, en tout cas éclairés, mais beaucoup viennent de familles très ordinaires, même plutôt pauvres. Alors évidemment, si on prend par exemple la Camille Dugas, qui a obtenu le certificat de capacité, une des premières qui était l'ancêtre du permis de conduire, évidemment, oui. Elle était dans une famille très bourgeoise, excellente pianiste, chanteuse lyrique, bon.
effectivement, c'était bon, avec. D'ailleurs, elle a eu son certificat de capacité, l'ancêtre de notre permis de conduire. Elle l'a eu avec, en même temps que Marie-Adrienne, Anne, etc., de Rochechouart de Mortemart, qui n'est autre que la duchesse d'Uzès. Donc, évidemment, c'était des femmes qui pouvaient se permettre d'être des casse-cous, si vous voulez, parce qu'elles n'avaient pas besoin de travailler, elles n'avaient pas de famille à nourrir et pour laquelle il fallait cultiver la terre et aider le mari, etc. Donc, effectivement, il y a des femmes qui étaient en effet d'un milieu plus qu'aisé, eux, par exemple, c'est aristocrate, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, effectivement, il y avait des gens, des femmes venant de familles très modestes, voire pauvres. Alors, ce serait intéressant, et bien, votre question reste pertinente, ce serait intéressant de voir le pourcentage, évidemment, sur ces 100 femmes dont je parle. Est-ce que je pense que je pencherais plutôt sur la balance, je pencherais plutôt du côté de femmes qui étaient un petit peu éclairées. Mais dire éclairées, ça ne veut pas dire avoir de l'argent et avoir une aisance financière. Je pense par exemple à des familles émigrées. Oui. Alors, moi, ce qui m'a étonnée, par exemple, c'est un peu bête à dire, mais le cas, entre autres, de Jeanne Barré, qui, elle, eh bien, elle n'est pas très... on ne peut pas dire qu'elle est vernie, hein, puisqu'elle est... la mère meurt, etc. Ce sont des agriculteurs en Bourgogne. À mon avis, c'est pas... voilà, c'est quand même très... le petit milieu d'agriculteurs, mais allez savoir pourquoi, par goût, j'imagine, hein, par goût, elle apprend plein de choses de botanique avec sa mère, parce que sûrement on va cueillir les plantes, on cherche des pissenlits, les meilleures pousses, enfin, comme on peut le faire dans la campagne, et comme on pouvait le faire vraiment dans la campagne quand les parents étaient agriculteurs. Donc, elle est orpheline, il faut qu'elle devienne nurse. C'était le cas de beaucoup de jeunes filles, hein, dans toutes les provinces françaises. Elle, venant d'une famille pauvre ou en tout cas pas riche, on envoyait ses enfants, voilà, elle était orpheline, mais quand on avait encore ses parents, les parents envoyaient leurs enfants travailler comme nurse dans la ville, hein, ou dans le petit village d'à côté. Donc elle a ce bonheur de rentrer chez le botaniste, comment s'appelle-t-il ce botaniste, Philippe Commerson, et c'est comme ça qu'elle devient la nurse de l'enfant de ce botaniste, après l'amoureuse, et puis qu'il est nommé botaniste pour l'expédition de Bougainville. Et puis voilà, donc. Oui. Mais évidemment, je pense que vous avez raison. Sûrement, une grande partie sont d'un milieu, en tout cas éclairé, mais quand même pas forcément toutes. Donc, non, mais c'est sûr que intéressant. C'est intéressant de penser que quand même. Les femmes ont toujours, je veux dire, c'est comme l'histoire du travail, les femmes ont toujours travaillé plus ou moins. oui. C'est une hérésie de penser qu'elles n'ont commencé à travailler que quand elles étaient sténodactylo, dans ce qu'on appelait vulgairement les poulaillers, hein, dans les années 50-60. Elles ont toujours travaillé à la ferme, depuis surtout les années après la Première Guerre mondiale. Mais les femmes ont toujours eu des envies. Moi, je ne dis pas que toutes les femmes, on doit donner toute la place. On doit donner la même place aux femmes qu'aux hommes. C'est en tout cas le credo que j'écris dans l'introduction. Ça veut dire, à partir du moment où une femme a envie d'être mathématicienne, on ne doit pas lui dire ben non, c'est pas pour toi, tu n'as pas assez de moyenne en maths. C'est ce qui se passe actuellement, hein. C'est pour ça que j'ai relié ça à l'école. Tous les professeurs de mathématiques le disent. Dans une classe
une fille dans une même famille, une fille qui a 11, je dis n'importe quoi, hein, mais 11 de moyenne en maths, on va lui dire, mais t'es nulle, c'est impossible, ma pauvre fille, va donc faire des études de sociologie ou des études littéraires. Tandis que son frère, qui peut avoir la même note en maths, ça veut dire 11, eh bien, on va quand même l'envoyer dans les classes scientifiques. C'est ça qu'il faudrait changer. Et je dis ça sous le couvert d'une association qui s'appelait Femmes et Mathématiques. Je ne sais pas si cette femme est toujours en activité, qui dirigeait cette association qui s'appelait Véronique Chauveau, je crois. Et j'avais toujours trouvé ça intéressant, le travail que menait cette association. D'accord. Bien, bah, écoutez, moi, j'ai fini avec les questions. Je vous remercie de vous avoir prêté au jeu. Écoutez, merci beaucoup d'avoir choisi mon livre. Ah non. Donc, je rappelle votre livre. Elles ont été les premières, 100 femmes exceptionnelles. Et vraiment, en fait, honnêtement, c'est écrit avec humour. Les dessins sont aussi humoristiques. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui peut plaire à toutes les générations et qui permet vraiment de connaître, pas de connaître, de mettre en relief certaines femmes quand même. Donc là, pour cela, donc, je vous remercie. Mais écoutez, c'était un plaisir de l'écrire, un plaisir de parler avec vous, en regrettant encore une fois que nous n'ayons pas pu nous rendre à Pontivy. Peut-être une prochaine biennale, je ne sais pas. Et peut-être la prochaine biennale, il y aura le tome 2. Mais écoutez, madame. Avec des femmes, je ne vais pas tout dévoiler de ma liste, mais avec des femmes assez inattendues, très contemporaines, et quand elles ne sont pas assez inattendues. Parce qu'il n'y a pas eu que des femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Il y a des femmes qui ont fait des choses abominables aussi. Bien, écoutez, moi, je vous remercie au nom de la ville de Pontivy de vous avoir prêté au jeu de la visioconférence. C'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un exercice facile pour des deux côtés. Non, j'imagine, non. Non, voilà. Donc, moi, je tenais vraiment à vous remercier. Et puis, avec plaisir. Et puis, merci de cet entretien. À la prochaine biennale, si le second tome, le tome 2 paraît. D'accord. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Au revoir.